Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons l'actualité lyonnaise avec Damien Gouy-Perret, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, Alexandra Carrassézéli, et le conseiller municipal de Lyon, Jean-Yves Sécheresse. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. 3 sujets soumis au débat du jour, l'écosexualité, Christophe Marguin et le bilan des Verts qui sera défendu auprès des Lyonnais. Le 29 juin prochain, pour le dernier conseil municipal de Lyon avant les vacances estivales, les élus devront voter une série de subventions à des structures ou associations culturelles. Et l'une d'elles a fait tiquer à droite, puisqu'elle doit octroyer 1 500 € à Lundi Grand Pré, 2 artistes qui réalisent des performances autour de l'écosexualité. Alors vous avez sûrement vu les photos et les vidéos de ces dernières, sinon c'est assez difficile de vous les narrer sans entrer dans la caricature. Rajoutez à cela la présence d'enfants lors de répétitions avec des personnes nues, et vous obtenez une polémique qui a bien embêté la mairie. Je vais bien sûr vous donner la version des écologistes, mais avant cela, est-ce que autour de la table, vous avez trouvé ça normal qu'on octroie de l'argent public de la ville de Lyon pour favoriser la création artistique, quelle qu'elle soit? Damien, pour lancer les débats. Alors d'abord, il y a plein de sujets. Là-dedans, il y a plein de sujets. Le premier sujet, c'est que merci à la majorité municipale de nous donner du grain à moudre chaque semaine, parce que là, on en rajoute quand même chaque semaine. Ensuite, on ne va pas rentrer dans le détail de la philosophie, qu'est-ce que c'est que l'art et la culture, hein, chacun a son approche. En tout cas, celle-ci, c'est pas la mienne, évidemment. Je suis étonné dans cette société que dès qu'on croise quelqu'un et qu'on le regarde dans les yeux, on se fasse quasiment accuser d'agression sexuelle, et qu'aujourd'hui, on autorise des gens à se trémousser à poil, à simuler le ver de terre devant des enfants. Donc ça, c'est une autre problématique. On parle de performance. J'aimerais savoir où est la performance, parce qu'il n'y a même pas de performance. On a vu des performances, effectivement, quelquefois, qui attirent l'œil, qui sont intéressantes. Il y a un effet waouh. Là, moi, je vois aucune performance. Je mets 10 poules place Bellecour avec 3 punks à chiens qui courent après, où on simule la zoophilie, et je vais annoncer à tout le monde que c'est une performance au nom de la défense des animaux. Je vais demander une subvention parce que je défends les animaux, une subvention parce que je fais de la culture, une subvention parce que je protège l'environnement, parce que je suis venu à pied. On va quand même très très loin. En plus, si on ajoute à tout ça le fait que c'est une collectivité, c'est quoi la définition d'une collectivité? Je collecte un impôt pour le redistribuer. Moi, je suis désolé qu'on collecte mon impôt pour le redistribuer dans ce genre de choses. Ça me pose un problème. Je pense que l'argent peut aller sur des choses beaucoup plus utiles dans une période où les gens ont du mal à boucler leur fin de mois, dans une période où les gens ont du mal à se loger, à se déplacer. On va aller donner de l'argent à ces gens-là. Alors, petite cerise sur le gâteau quand même, j'ai lu la défense de M. Doucet et de Mme Perrin-Gilbert qui, pour toute défense, disent c'est de la fake news. Non, c'est pas de la fake news. Il suffisait d'aller sur leur site internet et de regarder, tout simplement, qui est des enfants, qui n'est pas des enfants, quoi qu'il arrive, se trémousser en simulant le lombric qui est en train de bouffer de la terre. Je suis désolé, c'était accessible à tous. Et la défense de la municipalité, elle est vraiment bas de gamme. On reviendra à la défense de la sexualité. Alexandra, votre regard sur cet épisode? Oui, alors c'est plus bienvenu à Lyon, c'est bienvenu en Absurdie à ce stade. Effectivement, alors, moi je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses. Damien le rappelait, il y a ceux qui pensent qu'on parle de performance artistique, et donc c'est quelque chose à encourager et que ça doit être financé par de l'argent public. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'on est dans un monde de dégénérés, parce que là, il n'y a pas d'autre terme, et je pense que 95% des gens pensent que c'est un monde de dégénérés. On parle quand même de gens qui veulent faire l'amour à la terre en buvant des tisanes stimulantes. Enfin, je veux dire, replaçons le débat exactement à son niveau. Je trouve ça triste pour Lyon d'en arriver là, je trouve ça triste pour l'image de la ville et des élus, de devoir débattre d'un sujet pareil. Après, il y a quand même une tendance un peu inquiétante, c'est que sur tous ces sujets, il y a quand même une espèce de constante, une ligne directrice, si j'ose dire, sur l'écosexualité d'une part, sur tous ces phénomènes. Je vous rappelle qu'il y a 1 an, la municipalité a quand même accueilli les premières rencontres sur les masculinités, où on faisait la promotion de la couvade, où on s'interrogeait sur le coût de l'homme dans la société. Enfin, on est quand même sur des dérives, on est sur des obsessions, le budget genré, dégenrer les pistes cyclables, dégenrer les cours d'école. On a le vice-président à la métropole qui trouvait que les nouvelles pistes cyclables étaient quand même orgasmiques sur son fil Twitter. Enfin, on est quand même sur une certaine forme d'obsession sur les sujets wokistes qui, quand même, je trouve, est une dérive assez inquiétante. Jean-Yves, vous êtes conseiller municipal, ce qui veut dire que le 29 juin, si vous êtes au conseil, vous aurez à voter cette subvention. Vous êtes un homme qui aime l'art et la culture, vous voterez du coup des 2 mains? Le problème, tu l'as assez bien dit,
c'est que, bon, on peut voter des subventions, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a des tas d'associations qui sont vues exclure de leur subventionnement il y a 2 mois. Et là, on nous sort une association dont personne n'a jamais entendu parler, enfin un duo, et qui est défendue bec et ongle par cette municipalité. Donc j'ai regardé un peu le soubassement idéologique et théorique. C'est tout à fait ce qu'Alexandra a dit. Tu as choisi les faits les plus sexy, les plus sympathiques, mais on a effectivement un virage derrière tout ça qui remonte à une quinzaine d'années aux États-Unis. L'écosexualité, c'est à l'origine 2 militantes, je ne sais pas combien elles sont aujourd'hui, je crois qu'en 2 ou 3 ans, elles ont dû faire 19 mariages aux États-Unis. Et on est dans le wokisme le plus bas, on ne va pas reprendre tout ça. Cela étant, il ne faut pas partir du principe que ce genre d'expérience doit être combattu par des instances municipales. On peut être conduit à aider des artistes qui ne sont pas nécessairement dans notre credo, mais un élu n'est pas quelqu'un qui est là pour donner le bon goût. Hein. Oui, j'espère que chacun en est conscient, même si certains donnent le mauvais goût assez spontanément. Et donc, dans les années 68, on a eu le Living Theatre à Los Angeles, qui était une des premières troupes à jouer, mais c'était une troupe de théâtre qui jouait dehors. C'est pas 2 roulades dans le jardin de papy, plus mon poitrail devant une foule qui manifestement n'a pas l'air perturbée. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit derrière d'écosex, et toutes ces dérives qui existent, notamment aux États-Unis. J'ai lu que derrière la notion d'écosex, il y avait déjà 7 branches différentes qui obéissaient à des travaux idéologiques et théoriques différents. Donc vous voyez à peu près le genre de choses. Donc c'est quelque chose qui appelait à la division. C'est un phénomène qu'on connaît largement dans la nature. Les amibes déjà ont laissé pas mal de traces en la matière. Donc on verra ce que donne le conseil municipal. Ils sont capables d'entrer, de dire on l'a pas fait exprès. Hein. Moi je les connais, ils sont quand même capable de mentir comme c'est pas possible. Le maire de Lyon a quand même revendiqué hier qu'il affirmait clairement le sujet. Oui, mais par exemple, sur la question israélienne, il y a environ 2 mois, en l'espace de 8 jours, il a retourné un peu sa position. Donc le courage n'est pas nécessairement sa vertu principale. Donc moi, personnellement, et mon groupe, on votera contre, bien entendu. On demandera un vote qui distinguera ce dossier, parce qu'autrement, ils sont votés globalement. Après, il faudra voir les autres dossiers. Je crois qu'il n'y a pas d'autres dossiers périlleux. Même en situation à peu près normale. Si ce n'était pas ces équipes-là qui étaient à la manette, on pourrait imaginer, dans un cadre, pas seulement une subvention, mais on pourrait imaginer de soutenir des courants parce que, bon, pour montrer qu'on n'est pas des sectaires, que, bon, voilà, il y a des choses que, mais même depuis Raymond Barre, hein, des choses qui ont été soutenues par la ville de Lyon, je me souviens, une biennale où il y avait un poitrail, là aussi, qui était trop en vue. Alors, le pauvre Raymond Barre, qui était même pas au courant, s'en était pris plein la tête. Et donc, ils avaient construit un petit... un petit univers autour de c'était un tableau, et il y avait un vigile qui était à l'entrée, interdit aux moins de 18 ans, et, enfin voilà, et prévenant les gens que ça pouvait les choquer. Donc il n'y a pas dire tous les courants politiques démocratiques ont été confrontés à ça et ont pu aider. Franchement, tout le monde est en train de se pâmer pour Andy Warhol depuis 25 ans. Ils n'ont qu'à regarder ce qu'Andy Warhol a fait de temps en temps.
Pour conclure sur le sujet, je voulais simplement revenir donc sur la défense des écologistes qui se détaille en 3 points. La première, sur la fake news, Grégory Doucet explique qu'effectivement beaucoup de gens sur les réseaux sociaux n'ont pas compris, puisque la vidéo de Pierre Oliver de la performance a été vue plus d'1 million de fois. Beaucoup de gens ont cru que la subvention avait déjà été votée et que du coup les performances qu'on voyait en vidéo étaient subventionnées par de l'argent public, ce qui évidemment n'est pas le cas, puisque la subvention aura lieu le 29 juin. Le deuxième point, c'est de dire que l'État subventionne déjà l'Indy Grand Pré via la DRAC, puisque la DRAC donne de l'argent aux subsistances qui hébergent l'Indy Grand Pré. Et le troisième point, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est de dire qu'en commission préalable au conseil municipal, les élus de droite avaient voté, enfin en tout cas avaient validé la délibération. Sauf que sur cette délibération, en fait, des délibérations, il y en a des centaines, voire des milliers, et qu'on a des noms qui succèdent, et on n'a pas forcément conscience de à qui on va donner de l'argent. Est-ce que sur ce dernier point, assez rapidement, pour qu'on passe au sujet suivant, est-ce qu'il n'y a pas déjà un souci de transparence, de fonctionnement démocratique, où en fait on inonde de noms, de délibérations, et on n'a pas conscience de à qui on va donner de l'argent? Alexandra? Voilà, vous remettez un peu en cause le fonctionnement général des collectivités, mais c'est vrai que à la ville de Lyon, sur des grosses structures, évidemment, il y a énormément de dossiers qui passent, et les commissions sont précisément faites pour expliquer, présenter aux élus, détailler. Après, moi, je ne suis pas rentrée dans le détail. Moi, je n'ai pas vu la délibération en question. Après, c'est effectivement assez facile de passer à côté de sujet, mais preuve que ce n'est pas le cas, puisque ce sujet-là est ressorti. Mais je vous coupe, oui. Désolé, pour des sujets aussi importants, alors je ne demande pas à ce qu'il y ait une présentation avec diapositives et des performances à chaque fois, pas de faire un exposé sur chaque association à qui on va donner de l'argent, surtout que là, bon, c'est que 1 500 €. Oui, un centime d'argent public est un centime d'argent public, mais c'est que 1 500 €. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution pour ça, plutôt que effectivement, de mettre des tombereaux de délibération sous lesquels on est inondé, et au final on dit OK, et puis on se rend compte en conseil municipal qu'on a peut-être fait une bêtise? Vous êtes obligé d'avoir un certain formalisme sur ce type de délibération. Après, ce serait impossible, à mon avis, d'avoir des présentations exhaustives. En revanche, effectivement, est-ce qu'il y a une intention de vouloir éviter de parler de tel ou tel sujet en le présentant sous cette forme-là? Oui, c'est possible. Après, moi, je voudrais revenir sur le fait qu'effectivement, la défense de dire que l'État subventionne par la DRAC. Non, l'État subventionne via la DRAC le lieu qui est un lieu d'accueil de création, et c'est ce que Jean-Yves Sécheresse disait tout à l'heure. Heureusement, et bien évidemment, les collectivités, elles subventionnent des lieux de création, des lieux de recherche artistique. Vous avez fait référence à la Biennale d'art contemporain. On est quand même dans la ville qui a créé la Biennale de la danse, la Maison de la danse. Voilà, on a quand même on est reconnu pour avoir une stature, d'ailleurs, plutôt de niveau international sur un certain nombre de sujets culturels. Et c'est toute la question de savoir ce qu'on appelle performance artistique. Et là, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je ne crois pas qu'on soit dans la performance artistique. En fait, là, on déborde du cadre. Voilà. Damien, pour conclure. Effectivement, quand dans les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement, on vote en bloc des subventions à des associations, on va avoir quelquefois 100, 150 associations avec des lignes budgétaires en face. On ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Alors, dans les arrondissements, souvent, les élus sont plus proches du terrain, donc on a le temps de décortiquer, de voir ce qu'il en est, etc. Je ne vois pas de solution. On ne peut pas faire une délibération par subvention, sauf si effectivement des groupes en face le demandent pour pouvoir le séparer, ce qui a déjà été fait par le passé. Je me souviens à l'époque où Jean-Yves Sécheresse était aux manettes, on avait demandé, nous dans le 6e arrondissement, plusieurs fois à faire séparer certaines délibérations, et on a réussi quelquefois à pointer du doigt des choses qu'on pu découvrir aussi la municipalité, parce que c'était passé entre les mailles du filet. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alexandra. La problématique, c'est la performance. Elle est où, la performance? On peut financer des tas de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Je rejoins ce que disait aussi Jean-Yves. Là, il n'y a pas de performance. Ça veut dire que n'importe quelle barge aujourd'hui annonce n'importe quoi comme étant une performance et va obtenir une subvention. Moi, mon argent, mes impôts, je n'ai pas du tout envie qu'ils partent dans ce genre de choses. Sinon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Oui, juste une chose. Rapide. Oui, très rapidement. Le duo en question, peu importe. Je pense que ce sont les poubelles de l'histoire qui trancheront. Mais il y a quand même quelque chose qui est important dans ce dossier, c'est qu'on est tout à fait capable de voir qu'on est dans une logique de relais. C'est-à-dire de relais, c'est de copinage. Il y a un certain nombre de choses qui mériteraient d'être expliquées par la mairie. La commission, tu as très bien dit comment ça se passait. Si l'adjoint est honnête, moi ça m'est arrivé.
non, D'être mais- honnête. Non, mais de consacrer du temps parce que l'opposition souhaitait et pouvait avoir soulevé un problème qui n'était pas apparu ni au service ni à l'adjoint. Les commissions, c'est pas l'abattoir c'est pas du tout dans cet esprit-là Et qu'ils non, vont faire. pour discuter. Alors là, elles sont caporalisées un peu. Et par exemple, un dossier comme ça, il aurait été utile, un peu pour aller dans le sens d'Alexis, de dire attention, on est quand même dans quelque chose de particulier. Donc voilà 2-3 diapos qui illustrent bien ce qu'est, etc. Parce qu'on nous présente bien des diapos sur un chantier qui est en train de se faire dans le 6e arrondissement, ou bien une modification de l'espace urbain dans un autre. Ça, il y a des diapos, mais il n'y aurait pas de diapos pour nos amis de lundi Grand Pré. pour nos amis. Donc, je pense que là, il aurait été intéressant et favorable à ce que ça soit présenté comme quand même quelque chose de particulier. Allez, je vous propose de passer à notre deuxième thème du jour, la candidature un peu surprise sortie de la TOC de Christophe Marguin. Le chef cuisinier, président des TOC Blanches Lyonnaises, conseiller métropolitain LR, a décidé de briguer la mairie de Lyon sous les couleurs de la droite. On se souvient qu'il avait traité de connards les électeurs des écologistes en 2020. C'est un vrai personnage à la lyonnaise. Christophe Marguin n'a qu'un mot à la bouche cette semaine, rassemblé autour de lui. Sauf que les Républicains semblaient déjà avoir un champion avec Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement. Alors on va peut-être commencer avec vous, Jean-Yves, puisque la tambouille de droite ne vous concerne pas directement, mais vous avez connu en 2020 une famille qui se divise et qui perd les élections. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à Christophe Marguin et à Pierre Oliver? C'est de se mettre tout de suite autour de la table? Non, mais j'ai connu bien avant, c'est-à-dire en 2001, nous sommes, enfin on va dire, et les années qui ont précédé, les comportements qui existaient au sein de la droite nous ont conduits à gagner. Hein, il faut quand même s'en rappeler. Les attaques contre le maire de l'époque étaient quand même assez importantes. Les Républicains, qui ne s'appelaient pas comme ça, étaient quand même de fin couteau dans cette histoire-là. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que Christophe Marguin, qui est un personnage que moi j'aime plutôt, enfin je veux dire, ça nous arrive de discuter, voilà, il est truculent, comme on dit, rabelaisien un peu, et ça fait longtemps qu'il veut faire une liste, et un soir je suis allé dîner chez lui, et il me dit, après viens au bar, là, on va discuter un peu. Il me dit, je vais faire une liste. J'ai pas poursuivi l'enquête, parce que ça me paraissait complètement fou. Ce qui me surprend, c'est qu'il ne parle pas d'une liste bâtie sur l'unité, sur l'agglomération avec des personnes qui viennent de l'entreprise, de je ne sais trop de quoi, enfin, peu importe. On a l'impression que c'est Marguin contre le reste du monde. Alors, il a beau parler d'unité, de rassemblement, etc., et que l'animosité qu'il y a à son égard, que je trouve probablement assez excessive, qui en dit long peut-être sur ces gens-là. Je ne sais pas si elle va perdurer, si ça va lui faire très mal, ou au contraire lui donner du tonus. Je n'en sais strictement rien. Je ne suis pas opérateur dans l'affaire, mais je pense qu'il serait plus utile dans un combat, y compris très large, dans lequel, vous connaissez ma position, il s'agit, si l'on veut gagner, mobiliser la société civile, des gens qui viennent de LR, des gens qui viennent du PS, des gens qui viennent de partout, qui ont envie de retrousser leurs manches pour... Marguin, il a sa place là-dedans. Damien, est-ce que c'est le retour de la droite la plus bête du monde ou est-ce que c'est sain, cette concurrence? Non, alors d'abord, c'est pas tout à fait une surprise parce que ça fait des mois qu'il en parle et je crois qu'il en parlait déjà à la dernière élection municipale, donc je tombe pas tout à fait de ma chaise. Moi, je pense qu'il faut avancer les pions, c'est un ballon d'essai de sa part, il va voir si ça prend, si ça prend pas. Effectivement, on a d'autres personnalités qui sont susceptibles d'y aller, je pense à Pierre Oliver, qui est plus un politique, qui est moins une personnalité, qui est moins un personnage truculent. Voilà, allons-y, doucement. Je ne crois pas que ça participe à la division. On est à 3 ans d'élection. Peut-être que Christophe Marguin va s'apercevoir rapidement que la mayonnaise prend, que les gens le rejoignent, ou à l'inverse, qu'il s'est complètement planté. C'est un ballon d'essai à 3 ans. De toute façon, une élection municipale, ça se prépare 3 ans à l'avance. On s'attendait à ce qu'à la rentrée de septembre, tout le monde avance ses pions.
Je ne crois pas que ça participe à la division. Il y en a un moment ou un autre qui se retirera au bénéfice de l'autre. On l'a vu précédemment avec l'élection avec Étienne Blanc et Pascal Blache. Il y en a un qui a décidé de se ranger derrière l'autre en estimant qu'il était dans une meilleure position pour le faire. Je crois que Marguin est quand même quelqu'un qui est intelligent et que s'il se retrouve dans cette situation, il se retirera. Après, s'il est mieux placé que les autres, tant mieux. La seule chose qui me chagrine, c'est qu'il ne faut pas faire de la politique avec des politiciens. Mais il n'est pas très politique et il n'est pas très politiquement correct non plus. Je ne suis pas sûr que la mayonnaise prenne. En réalité, je pense qu'il s'est adressé à un microcosme, puisqu'il connaît bien ce microcosme lyonnais, ces 3000 personnes qui font la ville de Lyon, dont une partie va peut-être le suivre, mais Lyon, c'est 510 000 habitants. Et ça risque de pas être suffisant. Alexandra ? Moi, je crois qu'à l'heure de la crise des vocations et de la crise de l'engagement politique, il faut un peu se réjouir qu'il y ait des gens qui disent aimer leur ville, qui disent aimer Lyon et qui aient envie de s'engager. C'est toujours pas une femme, par contre. C'est toujours pas une femme, alors justement, vous me tendez une perche. Mais au-delà de ça, là, on parle effectivement de ce grand chef qui est Christophe Marguin. Vous avez cité d'autres noms. Il y a aussi d'autres noms dont on entend beaucoup parler. Il y a Yann Cucherat, il y a Thomas Rudigoz. Globalement, on parle aussi, pourquoi pas, de candidature peut-être d'un ancien président d'un grand club sportif, de personnalités du monde de l'industrie. Donc je crois qu'effectivement, Damien le disait, on est 3 ans avant l'élection. C'est maintenant que les choses, elles commencent à se positionner. Et moi, je ne crois pas à l'homme ou la femme présidentielle, providentielle plutôt, mais plutôt à des collectifs et qui devront aussi s'appuyer accessoirement quand même sur un projet. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et puis, vous le soulignez, le casting jusque présent, il manque cruellement de femmes. Alors, je rappelle quand même quelques chiffres, parce que quand on parle de l'engagement des femmes en politique, on a aujourd'hui près de 40% de femmes à l'Assemblée nationale, 33% au Sénat, et des femmes qui sont maires en France, c'est 17%. Donc on est quand même très loin d'une parité et d'une égalité, même si sur l'échelle de la métropole, on est un petit peu meilleur, parce qu'on a un tiers de femmes à peu près qui sont maires. Donc et effectivement, nous, c'est tout le travail justement qu'on mène à l'équipe des Lyonnes, c'est de travailler sur cette question de l'engagement des femmes dans le débat public, dans la prise de parole, dans s'engager, s'impliquer. Et là, effectivement, il y a des places à prendre et il va falloir que les femmes aussi se positionnent. Donc c'est le moment et nous, enfin moi, je lance cet appel. Il faut que les femmes se positionnent et qu'elles soient présentes et qu'elles ne laissent pas uniquement les hommes décider. On le voit bien sur les questions d'aménagement urbain, de sécurité, etc. C'est des sujets qui concernent aussi la moitié de l'humanité et sur lesquels aujourd'hui la ville, elle est surtout pensée par des hommes. Donc si les femmes veulent que ça change, si on veut que l'image des politiques change, il faut qu'elles soient plus présentes et il faut qu'elles viennent participer à ce genre de débat et qu'elles s'intéressent précisément à ce type d'élection. Terminons avec ces rendez-vous que vous serez peut-être nombreux à noter à vos agendas. L'Hôtel de Ville va accueillir les Lyonnais les 22 et 28 juin et les 5 et 11 juillet de 17h à 20h. Les adjoints de Grégory Doucet échangeront alors avec les habitants pour leur présenter leur bilan à mi-mandat. De grands kakémonos explicatifs ont été réalisés pour prouver aux Lyonnais que le job est fait et qu'il sera terminé d'ici 3 ans. Alexandra, on reproche souvent aux Verts de fuir le contact et de bafouer la démocratie. Là, c'est une mesure qui est assez courageuse, non ? Ou est-ce que c'est finalement un coup fourré ? C'est normal qu'ils le fassent. On est à la mi-mandat, tout le monde le fait, donc pourquoi ils ne le feraient pas ? Au contraire, je pense qu'ils ont besoin de le faire, parce que visiblement, les sondages qui sont exprimés ne leur sont pas extrêmement favorables. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à suivre le fil conducteur de leur mandat. C'est un mandat qui était quand même marqué par des polémiques à répétition, plus que par des dossiers saillants. Et quand on parle de dossiers saillants, finalement, on parle surtout des dossiers qui ont été engagés par des prédécesseurs. Je pense aux aménagements du quai de Saône, etc. On l'a déjà dit dans notre émission. Quand on parle d'aménagement urbain et de nature en ville, on l'a dit dans une précédente émission, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais il n'y a pas d'effet waouh sur le verdissement de la ville. Quand on est là à s'enorgueillir de 2 hectares, ça fait un peu court sur le dernier mandat pour le climat de se dire qu'on a vraiment fondamentalement changé les choses. Et puis, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui étaient entamées. Les pistes cyclables, c'est pas Jean-Yves Sécheresse que je vais l'apprendre, mais c'est pas une nouveauté de la part des Verts. Donc, effectivement, il faut faire de la pédagogie, et il faut qu'ils reviennent sur le sujet, mais je pense qu'ils vont avoir un peu de mal à convaincre. Jean-Yves, Oui, ça m'a légèrement abusé j'ai cru voir. votre présentation, parce que le vrai courage, c'est de faire ce qu'on a fait, nous, pendant 3 mandats, et je pense que nos prédécesseurs avaient dû faire à peu près la même chose, c'est de prendre nos valises, nos kakémonos et nos machins, et aller de quartier en quartier avec des bilans spécifiques, parce que ce que les gens veulent,
Il n'y a pas eu d'arbres plantés dans notre quartier. Pourquoi? C'est simple. Et donc, nous avons fait, par exemple, je ne sais pas, il y avait un débat à Ménival, il y en avait un autre au Vieux-Lyon, parce que c'est pas des quartiers. Mais c'était pas un débat pour le 5e déjà. Il y avait des arrondissements où il y avait 2-3 débats. Je ne sais pas comment c'était dans le 6e, j'en ai plus d'idée. Mais c'était vachement bien, je pense. Non. Ça, je pense que c'était remarquable. Oui. Et je le redis, je pense que c'était remarquable. Mais je ne sais pas où c'était. Donc, faire un seul débat à l'hôtel Le Bill, sous les ors, avec tous les adjoints, etc., vous imaginez le genre de dynamique d'échange que ça va donner? Ça va être complètement contrôlé, organisé. Ça freine l'envie des plus zélés, bien s'y sûr. rendre Et donc, chercher le contact. en fait, c'est pas du tout un exercice démocratique. C'est un espèce d'exercice de cirque électoral, pas plus que ça. Et vous verrez que ça va être le maire qui va faire ses longs discours avec ses gestes christiques et qui vont occuper l'essentiel de la discussion. Quant aux adjoints, je ne suis pas certain qu'on leur donne suffisamment de moyens pour qu'ils puissent s'exprimer. Damien? Alors je rejoins les deux positions qui ont été présentées. Oui, c'est normal de faire un bilan de mi-mandat, de présenter aux Lyonnais ce qu'on a fait. J'attends de voir ce qu'il va y avoir sur les kakémonos, très clairement, parce qu'ils ont annoncé des chiffres, il y a plus de 50% qui a été fait, mais j'ai du mal à trouver quoi. Où je rejoins Jean-Yves, c'est que les élus d'avant, toutes tendances confondues, étaient des gens qui allaient sur le terrain. Peut-être un peu moins Raymond Barre, mais Michel Noir, Gérard Collomb. Son premier adjoint y allait. Tout à fait, mais c'était des gens qui étaient très présents sur le terrain et j'allais dire qui étaient à portée de baffe, quoi. Moi, je me souviens avoir rencontré Gérard Collomb plein de fois sur le terrain, même s'il n'est un peu moins dans le 6e arrondissement, mais il était très très présent sur le terrain, y compris ses adjoints qui étaient présents sur le terrain. Quand vous dites sur le terrain, peut-être pour expliciter, c'est les marchés, bien sûr, ça peut être d'autres Non, choses. sur le terrain, ça veut dire que quand il y avait un problème de sécurité, on avait Jean-Yves Sécheresse qui était sur le terrain. On peut prendre un exemple. Pascal Blache, quand même, qui était un élu qui regardait de près ce qui se passait sur le terrain. Je pense que par ton intermédiaire ou par certains élus, beaucoup d'informations remontaient et on avait d'énormes problèmes de bruit sur les terrasses qui étaient Boulevard des Brotteaux. Boulevard des Brotteaux, etc. Et les gens qui habitaient dans les étages étaient... l'été, c'est affreux, hein. Vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Enfin, c'est vraiment souffler le martyr au moment où il y a le bac. Enfin, vous comprenez on connaît tout ça. Bien sûr. Et donc, on avait réuni les gens dans une salle, la salle des mariages d'ailleurs, de la mairie tous les deux. Blache, on avait pris des claques habituelles, boum, boum, boum. Parce que c'est ça, faut y aller. C'est comme ça. Et franchement, Pascal Blache ou moi, on était dans la même barcasse. Et ensuite, on est allé sur le terrain. Et moi, j'avais négocié avec l'UMI un processus, et Pascal était d'accord. C'était faire en sorte que, le bar à bar en l'occurrence, un des bistrots du coin, on mette tout, et la patronne était d'accord, tous les moyens de protection contre le bruit qui existent aujourd'hui. Les bâches, les machins, les trucs, etc. Payés par le bar à bar, naturellement. Bon. Il se serait roulé dans le jardin, j'aurais peut-être donné 1500 € de subvention. Un autre café, pas les restaurants, les cafés choisis par l'UMI, de manière à ce qu'il n'y ait pas de tripotage, et la ville en choisissait un troisième, avec donc l'UMI, qui est le représentant des professionnels, et on voyait ce que ça donnait, on se donnait plus d'une demi-année, et ensuite, on disait, tel matériel convient, avec les riverains, tout bêtement. Imaginons que ce fût, alors ça n'a pas été, les Verts n'avaient rien à faire, mais imaginons que ce fût un succès partiel, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit comme ça, et la bâche qui convenait, on leur demandait de la laisser, celle qui convenait pas, on les obligeait pas à... Bon. Après, j'avais un autre café j'aurais pu exporter ça, qui avait monté un système où, dès que le bruit montait sur la terrasse, il y avait un haut-parleur qui faisait chut, chut. Un chuteur. Oui, un chuteur, mais qui n'avait pas d'âme humaine. Vous
voyez Et du coup, tout ça découle du fait que Oui, vous ayez de ces réunions. courageusement Ouais, il y avait- Bah, il y courageux, avait- il faut être allé courageux. au contact des habitants. Je ne veux et pas Damien. faire l'ancien, mais je pense que le rôle des élus d'arrondissement, parce que autant les mairies d'arrondissement ne servent pas à grand-chose, mais elles servent à une chose, c'est avoir un contact avec le terrain, à le faire remonter à la mairie centrale. Et je pense que le vrai travail des élus, c'est d'être au contact du terrain en permanence. Alors le bilan de mi-mandat, pourquoi pas, mais quand on n'a pas vu les élus pendant 3 ans et qu'on ne va sans doute pas les voir pendant 3 ans, parce qu'effectivement, je pense qu'ils ont peur d'être sur le terrain, je pense qu'ils ont peur d'être à portée de baffe, je trouve que ce n'est pas suffisant. Et en plus, le faire dans l'hôtel de ville, effectivement, on voit mal des opposants aller à l'hôtel de ville, sous les ors, j'allais dire, de la République, pour aller attraper le maire et lui dire « je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites là, là ou là ». Il ne connaît pas sa ville, de toute façon. Tous les prédécesseurs étaient des gens qui connaissaient leur ville, qui avaient la lionitude, qui savaient où ils mettaient les pieds. Moi, j'ai l'impression que Grégory Doucet, il ne connaît pas sa ville. Chaque fois qu'il fait quelque chose, on a l'impression qu'il est en décalage total avec la ville. Oui, Donc, c'est je ne suis pas convaincu par le produit. Après, qu'ils le fassent, ils ont le droit de le faire, il n'y a pas de souci. Mais j'attends de voir, parce que moi, je vais aller voir ce qu'on nous présente. Il y a une forme de déconnexion, c'est vrai, on le sent, entre, Damien le disait, les chiffres et la perception qu'ont les gens avec les problèmes concrets qu'ils rencontrent. Ce qui est assez frappant, c'est que Grégory Doucet parle tout le temps de la transformation de la ville. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'on ne voit pas la même transformation. C'est-à-dire que là, lui, où il trouve que tout est fantastique, moi, je vois la prolifération des tags. C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de se promener dans Lyon sans être frappé par des tags qui ont envahi les quais. Il y en a de partout dans toutes les rues. Et puis des tags ACAB, enfin, je veux dire, qui attaquent clairement la police. Enfin, je veux dire, moi, ça me dérange vraiment profondément dans la deuxième ville de France, dans une ville aussi magnifique que notre ville, qu'on puisse laisser proliférer des messages de cette nature. Je trouve ça grave. En tous les cas, on a une responsabilité, il me semble, quand on est élu de la République, de ne pas laisser faire ce genre de choses. Et puis au-delà des tags, c'est un peu général sur les mobilités. On n'est pas dans une ville inclusive aujourd'hui, on est dans une ville qui est plutôt pour des jeunes actifs dynamiques. Il ne faut pas être malade, il ne faut pas être ancien. Enfin, essayez d'aller à l'hôpital aujourd'hui, d'aller au centre Léon Bérard quand vous avez besoin d'y aller. C'est quand même le parcours du combattant et il faut éventuellement que vous ayez des gens qui vous accompagnent. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt la loi de l'emmerdement maximum sur les voitures, les automobilistes, etc. C'est pas vraiment dans le sens de la ville apaisée, la ville à hauteur d'enfant. Moi, ça me choque beaucoup. On n'arrête pas de parler de ça. Moi, je vois plein de petits bonhommes qui vont en vélo à l'école le matin très courageusement. Enfin, je dis courageusement parce que c'est les seuls à appliquer les consignes de sécurité, c'est-à-dire à s'arrêter à un feu rouge et à mettre sa main pour tourner et à pas rouler comme des fous. Donc, je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une déconnexion et effectivement, les kakémonos et les chiffres clés vont peut-être pas suffire, mais le bilan se jugera à la fin. Voilà. Bon, il y a 4 dates, on se donne rendez-vous, on ira voir ce que disent ces kakémonos. Puis vous vous rendez compte, 4 dates pour plus de 500 000 habitants, c'est fou, quoi. Mais on verra ce que ça donne. On est arrivé au terme de l'émission. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.